Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Bonjour et merci de rester fidèles à l'écoute de votre émission Gabon Echo. La pandémie de coronavirus est la crise mondiale la plus aiguë de notre époque. Elle expose les faiblesses structurelles et exacerbe les inégalités. Alors que le pays doit faire face aux conséquences de la pandémie, les responsables politiques cherchent les solutions efficaces et équilibrées pour répondre à la fois aux enjeux de santé publique et aux besoins de la relance économique. Alors, quels outils nécessaires pour relancer l'économie gabonaise? Pour en parler, nous recevons Stevie Essima Ntoutoum, diplômé en philosophie et société, consultant politique. Bonjour et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour. Je suis Fabien Guy Ankevele, accompagné de Gérard Malécou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour cher invité et merci aussi d'être venu à notre émission Gabon Echo. Le Gabon, à l'instar des pays de la sous-région et au-delà, traverse une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de la Covid-19. Cette crise du coronavirus a structurellement bouleversé le mode et le genre de vie des populations. En effet, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour consolider les chiffres de la croissance économique qui se situait à 3,9% en 2019 et tablait initialement sur 3,8% en 2020 dans notre pays. Aussi, face à la crise sanitaire, dont l'impact sur l'économie réelle serait de moins 0,8%, le challenge des autorités consiste-t-il à ramener la croissance entre 2 et 3%. Monsieur Essima, alors, comment qualifierez-vous l'état général de l'économie gabonaise à l'aune de la crise sanitaire sur le plan économique et sur le plan social? Ok, merci. Il faut dire que le Gabon est un pays qui fait partie du Conseil des Nations. Ça veut dire que les problèmes structurels, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont des problèmes qui engagent l'univers, j'ai envie de dire, qui engagent la planète, qui engagent la communauté internationale. Et il faut dire que la crise actuelle est une crise qui date déjà de plusieurs années. Elle a ses origines notamment dans la dépréciation des cours du baril du pétrole, notamment en 2014. Et depuis cette période-là, depuis cette année, le Gabon étant un pays exportateur de pétrole, notre économie est rentrée dans une période difficile du fait du faible revenu issu de l'extraction des matières premières, notamment le pétrole. Et alors que nous étions en train de régler ce problème, notamment avec le PRE, le plan de relance économique initié par le gouvernement de la République, qui était en train de juguler les méfaits de cette crise du marché pétrolier sur les agrégats macroéconomiques de notre pays. Nous avons été frappés de plein fouet depuis mars par une crise sanitaire inédite qui a entraîné, comme vous avez dit, la déstructuration de notre tissu économique. Et comme je le disais tout à l'heure, le Gabon n'est pas le seul pays à faire face à cette crise. C'est une pandémie mondiale et notre pays, comme les autres, travaille à la résilience de son économie par rapport à cette crise sanitaire qui aujourd'hui a des conséquences fâcheuses, des conséquences désastreuses sur l'économie, mais notamment sur le social. Sur l'économie, pourquoi? Parce que la consommation de masse, qui est aujourd'hui le modèle économique privilégié dans les économies de marché, est aujourd'hui mise en mal du fait des mesures de restriction, notamment les mesures de confinement qui sont un frein à la consommation de masse. Et sur le plan social, on a davantage une crise du marché de l'emploi, puisque la plupart des entreprises, notamment les PME, PMI et les toutes petites et moyennes entreprises, beaucoup d'entre elles ont mis la clé sur le paillasson et créant ainsi une certaine crise du chômage auprès de la population qui était déjà faiblement enracinée dans la quête
à un premier emploi, notamment en milieu jeune. Donc, voici les caractéristiques qui ont amené notre économie aujourd'hui à se porter pas du tout très bien, parce que la pandémie mondiale du coronavirus a entraîné ces incidences fâcheuses, notamment au plan économique, mais surtout au plan social. Sans vouloir faire peur à une catégorie d'opérateurs économiques, nous avons constaté avoir reçu d'ailleurs ici les responsables des établissements de nuit. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore espoir pour cette catégorie d'opérateurs économiques qui aujourd'hui, en majorité, ont mis la clé justement sur le paillasson? Il faut dire que les plus hautes autorités sont confrontées à un dilemme, à deux impératifs, à deux urgences, à savoir l'urgence sanitaire et l'urgence économique. Et il y a un choix à faire. Nos autorités ont fait le choix de l'urgence sanitaire en privilégiant la préservation de l'humanité, la préservation de la vie. Absolument. Et aujourd'hui, c'est sur le postulat que les autorités ont pris, c'est-à-dire de préserver les Gabonais face aux dangers que représente la crise sanitaire. L'économie en a pris un coup, et l'économie qui a été la plus touchée, c'est notamment l'économie nocturne, c'est-à-dire les tenanciers des bois de nuit et des snack bars, des bars et même des restaurants. Ce sont eux qui ont pris le coup, mais c'est à la fois important. Vous savez, un penseur économique disait, Joseph Alois Schumpeter, il disait que le progrès, c'est un processus de destruction créateur. Donc aujourd'hui, ces économies sont mises en mal, mais justement parce que le gouvernement travaille, j'en suis sûr, pour que l'économie reparte de plus belle manière, de plus forte manière. Et je pense qu'il y a des politiques incitatives qui ont été mises en place, qui seront certainement accentuées, consolidées, pour accompagner, n'est-ce pas, ces tenanciers de PME dans le domaine du showbiz, à faire face à la crise, mais surtout à mieux structurer leur activité pour que la relance soit plus que jamais durable. Nous allons y arriver au niveau de la relance. Nous allons peut-être continuer à commenter l'activité économique. Vous l'avez si bien dit, la chute du baril du pétrole est un fait révélateur pour voir les insuffisances de notre économie et de la diversification. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le baril du pétrole prend un coup, c'est notre économie qui en partie. À ce niveau, en dehors du pétrole, qu'est-ce qui peut aujourd'hui être mis en avant pour que l'économie gabonaise ne soit pas toujours dépendante du pétrole? Oui, c'est malheureusement ce à quoi le coronavirus est venu s'attaquer. Parce que il vous souviendra que le Gabon a mieux fait face à la crise du baril du pétrole, parce que le secteur pétrole était dynamique et que le chef de l'État, depuis son avènement à la Majorité suprême, travaille à la dépétrolisation de notre économie. Et malheureusement, ce secteur qui était vivace, le secteur au pétrole, a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons affaire à un double enjeu. L'enjeu de contenir la dépendance pétrolière, mais surtout l'enjeu de revenir à l'existant par rapport au niveau de structuration que le secteur au pétrole connaissait avant la pandémie de la Covid-19. Donc voilà le double enjeu des pouvoirs publics. Le Premier ministre du gouvernement a axé sa mandature sur la relance économique. Et je suis sûr que avec les intelligences que le gouvernement regorge, cette institution travaille sans relâche pour que l'économie, qui est le socle de l'amélioration des conditions de vie des populations, soit de plus en plus, peut-être pas encore prospère, mais soit de plus en plus solide, soit de plus en plus résiliente par rapport aux fluctuations liées à la fois par la crise du baril du pétrole, mais surtout par la pandémie de la Covid-19. Alors, le thème central de notre émission, on l'entame, quel outil nécessaire pour la relance de l'économie gabonaise? C'est-à-dire, quels sont les scénarios possibles pour arriver à voir l'activité économique arriver à son plus haut niveau? Alors, il faut dire que les classiques nous ont enseigné que au lendemain d'une crise aussi forte que celle liée à la pandémie du coronavirus, les théories de relance sont nombreuses. Le premier effort que l'État doit faire a été déjà fait. Il faut consolider ça. C'est de parvenir à ce que notre économie soit plus résiliente par rapport aux fluctuations conjoncturelles et structurelles. Donc, c'est le premier effort économique à faire. Il faut que l'économie résiste. Il faut qu'elle soit plus robuste, plus résiliente. Le deuxième effort, c'est de mettre en place un mécanisme de relance économique. Et pour cela, j'invite donc la communauté intellectuelle gabonaise et les acteurs économiques, les autorités, les décideurs, à revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la théorie keynésienne de relance économique qui a fait ses preuves lors des grandes crises, notamment celle de 70
la crise qui a donné lieu aux 30 Glorieuses. Donc, la théorie keynésienne de relance économique repose donc sur 3 piliers, qui sont des outils nécessaires pour relancer l'économie. Ces 3 piliers sont l'outil budgétaire, c'est-à-dire qu'on peut lancer l'économie par une augmentation de la demande interne, en augmentant bien sûr les dépenses publiques de l'État dans les grands chantiers et dans l'investissement. Et je pense que en lançant la Transgabonaise, qui est un chantier gigantesque, le gouvernement avait à cœur de lancer les grands chantiers qui vont permettre de relancer l'économie. Donc voilà l'outil budgétaire qui permettrait au gouvernement d'utiliser l'argent public pour relancer l'activité économique, parce que l'activité économique fonctionne avec la demande. S'il y a demande économique, il y a demande de consommation, il y aura création d'emplois, création de niches de richesse. Donc c'est un cercle vertueux. Pour John Maynard Keynes, l'outil budgétaire par la relance est important, parce que cet outil budgétaire permet aussi soit de diminuer les impôts ou d'augmenter les prestations sociales en faveur des économiquement faibles. Donc on a là 2 choix. Premier choix, c'est d'augmenter les dépenses publiques, parce qu'en les augmentant, on augmente la demande interne de consommation. Et on a aussi comme choix soit diminuer les impôts, ce qui dans notre réalité gabonaise ne serait pas forcément le meilleur choix. Mais le choix qui peut nous paraître plus plausible serait d'augmenter les prestations sociales en faveur des ménages, parce que cela augmenterait le pouvoir d'achat des ménages et donc inciterait à la consommation. Voilà pour ce qui est du premier outil, c'est-à-dire l'outil budgétaire. Et puis on a l'outil réglementaire. Il faut que l'État s'entoure d'un cadre juridique plus attractif, n'est-ce pas, et plus attrayant pour relancer l'économie. L'économie ne se fait pas ou ne se relance pas par les entreprises publiques. C'est le secteur privé qui porte la relance économique. Le secteur privé a donc besoin d'un cadre réglementaire dynamique, d'un cadre réglementaire alléchant, d'un cadre réglementaire attractif. Donc, c'est toute l'intelligence économique que les pouvoirs publics doivent avoir pour assainir le climat des affaires, notamment pour que les investisseurs, les porteurs de capitaux, les investissements directs étrangers arrivent dans notre pays et boostent notre tissu économique. Et John Maynard Keynes parle aussi de l'outil monétaire. Vous savez, il n'y a pas d'économie sans monnaie. C'est la monnaie qui est le vecteur essentiel de toute relance économique. Et John Maynard Keynes dit que à travers les mécanismes de financement, notamment des banques centrales, chez nous aussi on a la BAC, nous pouvons injecter de la monnaie dans le système économique de sorte de baisser son taux directeur. Parce qu'injecter la monnaie, attention, à créer une inflation. Il ne s'agit pas de créer une inflation, il s'agira d'injecter la monnaie et baisser son taux directeur pour que les remboursements de cette monnaie qui serait injectée soient plus rationnels. Donc, voilà un peu ce que Maynard Keynes préconise comme élément fondamental de relance économique, ce qui a fait ça ailleurs. Naturellement, il peut y avoir des critiques, notamment des néolibéraux qui pensent qu'il ne faut pas que l'État intervienne dans la régulation du marché économique. Mais l'État a un rôle régalien, l'État a un devoir historique de protéger les populations, de réguler l'économie, surtout en période de crise aussi forte que celle-là. Donc l'État doit donc porter ce devoir historique, n'est-ce pas, d'un État providentiel, un État qui est au service de la demande de l'économie, parce que, comme disait quelqu'un, fais-moi de la bonne économie, je te ferai des bons résultats politiques. Donc l'État a donc besoin d'intervenir. Monsieur Sima Ndetoum, justement, une question en 2 volets. On parle aujourd'hui du ministère de l'économie et de la relance, sachant que nous avions déjà au départ un PRE, un plan de relance économique. Est-ce à dire qu'il y a eu des insuffisances au niveau du PRE? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation, ce qui paraît d'ailleurs évident, de l'offre de services sociaux. Mais comment expliquer que le chef de l'État lui-même, personnellement, s'investir à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA justement pour booster cette offre-là? Est-ce que cela n'explique pas une insuffisance ou un manquement au niveau de son propre gouvernement? Bon, moi je pense que le père n'a pas atteint ses limites. C'est une philosophie économique qui est mise en place, qui a été impulsée dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Et à l'aune de ce plan stratégique Gabon émergent, dans son cadre opérationnel, au regard des défis conjoncturels qui s'imposent dans nos économies, le gouvernement de la République a mis en place le plan de relance économique. Ce plan de relance économique-là a permis de juguler la crise de 2014 et aujourd'hui a une forte ambition de ramener notre économie à un stade plus enviable. Mais vous savez, on ajuste les stratégies en fonction des enjeux de l'heure. Absolument. Le plan de relance économique a été une réponse appropriée à la crise
du baril du pétrole de 2014. Aujourd'hui, face à la crise du coronavirus, n'est-ce pas, les enjeux de l'heure nous amènent à aller au-delà du plan de relance économique, c'est-à-dire à le redimensionner, à le redéployer. C'est pourquoi le gouvernement de la République, le chef d'État en premier, a pensé qu'il fallait dédier cette mission de relance qui ne soit plus une mission ponctuelle, mais une mission permanente, n'est-ce pas, avec des politiques publiques adaptées pour la relance de l'économie. C'est pourquoi on a baptisé donc le ministère de l'économie chargé de la relance pour faire comprendre aux acteurs économiques, n'est-ce pas, surtout aux décideurs économiques, que cette mission de la relance doit aller au-delà du plan de relance économique qui est une théorie, mais surtout une politique conjoncturelle, mais surtout une politique qui a eu son temps de gloire, qui n'est pas encore arrivé à maturation, mais c'est plutôt une invite pour M. le Président de la République, aux décideurs économiques, notamment le ministre de l'économie, de travailler sans ménager aucun effort à la relance économique. Parce qu'aujourd'hui, cette terminologie de relance économique prend tout son sens au regard de la crise économique qui nous fouette depuis la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus. Est-ce que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts dans la protection sociale? Non, le gouvernement fait ses efforts. Les mesures gouvernementales qui ont été prises pendant le confinement sous l'autorité du chef de l'État ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, le Gabon a mieux résisté à la pandémie sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, même si on regrette que ça a déstructuré notre économie. Aujourd'hui, il y a des économies qui sont à l'agonie, qui sont sinistrées. Nous, on se bat avec les moyens qui sont nôtres, avec la volonté des plus autorités, à sortir de ce marasme, à sortir de cette morosité. Le chef de l'État, fort de son engagement, qui dit qu'il ne sait rien que les Gabonais seront heureux, a estimé qu'un bon chef de famille, un bon chef d'orchestre, il fallait montrer l'exemple. Surtout qu'il a appelé à la solidarité nationale. Cette solidarité nationale devait commencer par lui-même. Lui-même l'a fait avec un fonds de près de 2,1 milliards pour les économies faibles sur le plan de la santé. Et d'autres acteurs, à la fois la société civile, politique, du monde des affaires ont suivi. On a vu le succès qu'a connu la Banque alimentaire avec les dons qui ont été octroyés à cet outil de lutte contre la propagation du coronavirus dans le cadre de la solidarité lancée par le chef de l'État. Donc le gouvernement fait son travail, le chef de l'État en chef d'orchestre montre l'exemple et il faut que tous les acteurs que nous sommes suivons l'exemple du chef de l'État. Pourquoi là l'actualité, monsieur Siba Ndoutoum, nous n'allons pas revenir faire l'apologie de la démission du ministre Gandaga, mais nos auditeurs aimeraient bien comprendre. On parle beaucoup d'abattement. À quel moment, justement, le gouvernement doit accorder des abattements à des entreprises, par exemple, sachant que ce sont ces dernières qui font vivre aussi notre économie à travers les différents impôts et taxes? Bon, il faut dire que sur le plan théorique, je parle du plan théorique, les abattements sont un outil économique pour un peu aider les entreprises lorsqu'elles sont asphyxiées. Absolument. C'est sur le plan théorique. Et maintenant, lorsqu'on est un manager, les situations s'apprécient en fonction, je dis, des réalités de l'heure. Tout le débat, c'est est-ce qu'il était opportun de faire des abattements ou pas. C'est là toute la question. Et les gens qui ont les éléments d'appréciation mieux outillés que moi, modestement, donneront la réponse à cette question. Mais les abattements cadrent bien avec la démarche économique qui consiste à aider les entreprises lorsque celles-ci sont confrontées à des difficultés. Maintenant, la question est la question de l'opportunité de ces abattements. Je vais revenir sur la stratégie de relance économique de John Maynard Keynes, qui est basée sur l'outil budgétaire, l'outil monétaire et l'outil réglementaire. Revenons sur l'outil monétaire. Vous avez parlé de l'augmentation du taux directeur. Quand on sait que c'est la Banque centrale qui est habilitée à augmenter ce directeur. Notre Banque centrale, c'est la BAC. Et la BAC, effectivement, nous sommes dans la zone CEMAC et nous n'avons pas les mêmes stratégies de relance économique que les autres pays de la zone CEMAC. Pensez-vous que cette manière de penser de l'augmentation du taux directeur peut agir dans notre pays? Ou bien, ça doit toujours tenir compte également de l'évolution des relances économiques des autres pays? Oui, vous avez raison. Vous savez, nous sommes dans une ère de mondialisation. C'est vrai que le coronavirus a malheureusement permis le regain du protectionnisme économique. Mais le multilatéralisme nous impose quand même à demeurer dans l'ère de la mondialisation. Et même les grandes nations, les grandes puissances, telles que les puissances occidentales, ont pensé que c'est dans le cadre de l'Union européenne que cette solution, qu'une réponse concrète, efficace à la crise économique actuelle devait trouver un écho favorable. Donc, il y a eu une réforme, il y a eu des assises, des ententes dans le cadre de l'Union européenne pour que les États de l'Union européenne, chacun à son niveau, adaptent ses décisions
ces recommandations macro, n'est-ce pas, à un niveau national. Notre BAC doit pouvoir être un outil. C'est là où on a besoin justement de cet outil comme outil de relance économique. Donc, la conjoncture aujourd'hui qui nous frappe doit amener la BAC à se mouvoir pour accompagner les États dans la relance économique. Et la seule manière de se mouvoir, c'est d'injecter de la monnaie. C'est d'injecter de la monnaie parce que c'est la monnaie qui crée les richesses. C'est d'injecter la monnaie et cette monnaie-là, elle doit l'injecter notamment dans un mécanisme d'emprunt. Mais pour ne pas asphyxier la dette publique de ces États, la Banque centrale doit baisser les taux directeurs, n'est-ce pas, de cette monnaie-là qu'elle injecte. Donc, j'invite donc modestement à une réflexion à l'échelle régionale pour mieux faire face à la crise, parce que seul abandonné à nous-mêmes, aucune économie ne peut résister à cela. Et il faut une réponse multilatérale, une réponse sous-régionale qui doit être portée en lead par la Banque mondiale, qui est l'outil monétaire commun à nos 6 États, mais surtout l'outil monétaire qui doit nous permettre de sortir la tête de l'eau en cette situation de crise qui est inédite. Sans précédent. Effectivement, en parlant de relance économique, nos autorités avaient déjà mis en place un plan de relance économique. Vous avez parlé tout à l'heure que parmi ces outils, pour en arriver, il faut diminuer les impôts. Nous constatons le contraire dans notre plan de relance économique et nous avons discuté ici sur la loi des finances. Nous constatons qu'il y a des produits qui observent un taux d'imposition qui est élevé pour la relance économique. Est-ce qu'on peut nous expliquer où est-ce que l'État peut réellement trouver cet argent? Les niches de richesse. Les niches de richesse sont multiples. Les premières niches de richesse, c'est d'assainir nos finances publiques. Et je pense que l'État a bien compris cela. La taxe force sur la dette publique est une réponse justement dans la propension de l'État à chercher les niches de richesse. Et puis il y a aussi des secteurs qui sont des secteurs porteurs de richesse, notamment le secteur au pétrole qui se bat à se structurer pour apporter une plus-value à notre économie. Les niches de richesse, c'est aussi dans l'efficacité de la dépense publique. Il faut que les deniers publics soient dépensés efficacement. C'est-à-dire qu'il faut toujours privilégier des investissements qui ont un retour à l'investissement, c'est-à-dire l'investissement productif, l'investissement à forte valeur ajoutée. Voici autant de niches que l'État peut explorer pour, n'est-ce pas, faire face à la crise. Et puis, il y a le fait que l'État aujourd'hui travaille à aider suffisamment les économiquement faibles, parce que aucune économie ne peut se porter bien s'il y a une disparité criarde entre les classes sociales. Donc l'État aujourd'hui se bat à travers les politiques publiques et l'engagement personnel du chef de l'État à augmenter les prestations sociales des économiquement faibles. Et c'est aussi une niche de croissance, parce que si les gens peuvent se sentir bien, ils vont travailler. En travaillant, ils vont consommer. En consommant, ils vont relancer l'économie. Justement, en parlant de niche de richesse, cette question aussi équivaut, n'est-ce pas, à ce contexte qui voudrait que ces dernières années, plusieurs scandales économico-financiers ont défrayé la chronique économique, j'entends, ou politico-économique, mais les gens n'ont pas compris, par exemple, lors de la découverte, en guillemets, de 180 milliards, on parle de l'argent liquide, dernièrement par rapport, justement, c'est pourquoi nous posons la question sur les différents abattements, opportuns ou pas, là n'était pas la question, mais de savoir que il y avait un manque à gagner à l'État gabonais de près de 80 milliards de francs CFA. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Combien de Gabonais ou l'auditeur lambda de Radio Gabon voudrait savoir, mais que fait-on de cet argent-là? Est-ce que c'est de l'argent vraiment liquide? Comment expliquer ça à l'auditeur lambda? Ou est-ce que c'est juste une volonté politique, allais-je dire, d'avoir une communication assez opaque par rapport à ces différents scandales? Parce qu'il y a comme une forme de contradiction. On dit qu'il manque de l'argent dans le pays, mais en même temps on dit qu'il y a eu un scandale financier par là où on a trouvé de l'argent liquide, et après on ne dit pas aux Gabonais où est cet argent, comment il a été réinjecté, où, dans quel secteur d'activité a-t-il été réinjecté, où a-t-il été réinjecté au niveau du trésor public, par exemple. Pour compléter sa question, après la taxe force, nous avons eu la découverte de plus de 400 milliards de dettes fictives. Fictives, absolument. Bon. Des scandales, dans ce sens-là, on en a l'appel. Hein. Bon, moi je pense que dans un état de droit, il y a ce que Montesquieu appelait la séparation des pouvoirs. Absolument. Pour l'exécutif, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, il est question de regretter certains comportements blâmables de certains compatriotes. Je pense que la communication gouvernementale est largement exhaustive dans le sens du regret de ces dérives. Si d'aventure
toutes ces problématiques sont avérées comme étant des manquements de certains hauts fonctionnaires et hauts cadres de la République. Alors, l'État regrette et l'État dit, au lieu souvent de regretter, je vais mener une offensive de sensibilisation. Ce qui est fait par le ministère en charge de la lutte contre l'enrichissement illicite et de la promotion de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, cette campagne de sensibilisation connaît un franc succès auprès des administrations. Ça veut dire que c'est une réponse à l'observation que l'État a faite sur la manière dont certains responsables peuvent gérer les deniers publics. Donc c'est quand même une réponse appropriée pour le gouvernement. Et puis on a eu des incarcérations quand même aussi. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a séparation de pouvoir. Absolument. La justice continue à faire son travail, mais le gouvernement, dans sa volonté politique de rassurer la population, n'est-ce pas, a entrepris une campagne de sensibilisation qui est en cours. Je pense que c'est une réponse appropriée pour ce genre de débat, si d'aventure tout est confirmé comme étant des manquements. Monsieur Tevi et Simon Ntoutoum, alors je rappelle que vous êtes diplômé en philosophie et société, consultant politique. Nous avons déjà essayé de voir quelques outils de la relance de l'économie gabonaise et la situation économique actuelle. Et vu le temps qui nous est imparti, alors pour la suite de notre entretien, quelles sont les perspectives économiques, surtout lorsqu'on évoque la problématique de la dette dans notre pays? Alors, il faut dire que toute politique de relance économique va nécessairement conduire à un endettement. Parce que pour lancer l'économie, il faut les capitaux. Le problème, c'est que notre dette est jugée suffisamment élevée. La task force, d'ailleurs, aujourd'hui, a fait un travail d'assainissement de cette dette. Nous attendons tous les conclusions de cette task force, mais surtout, moi j'ai bon espoir qu'au sortir de ce travail de la task force, notre dette sera de plus en plus assainie. Et une fois c'est de plus en plus assainie, et si nous devons aller nous rendetter de nouveau, parce qu'il faut relancer l'économie, mais il y a ce mécanisme, il faut recycler la dette. La dette mérite d'être recyclée. C'est-à-dire que il faut lutter contre l'endettement, mais mieux, il faut permettre à l'économie de souffler par rapport au goulot d'étranglement que représente une dette abyssale. Aujourd'hui, il y a plusieurs théories aussi pour recycler la dette. On a, par exemple, il y a quelques années, un ministre délégué à l'économie avait animé une conférence de presse, d'ailleurs, à Rambo, pour nous proposer un mécanisme de recyclage de la dette qui est la titrisation. La titrisation, c'est le fait de transformer des créances en actifs. C'est ça la titrisation. Et cette opération, bien sûr, se fait dans le cadre d'un marché financier, c'est-à-dire le marché boursier. On avait espéré que nous pourrons explorer cette piste de la titrisation comme mécanisme de recyclage de la dette. Au moins là, ces créances qui seront transformées en titres, n'est-ce pas, en actifs, vont faire en sorte que les gens achètent ces titres, les gens achètent ces actifs et ça va injecter de l'argent liquide dans le système économique. Donc, voici un des mécanismes, une des solutions à le recyclage de la dette. Et puis, on a aussi la reconversion de la dette. C'est-à-dire ça se négocie avec les créanciers, avec les bailleurs de fonds. Nous pouvons reconvertir notre dette, c'est-à-dire que négocier des moratoires avec les bailleurs de fonds pour permettre de redimensionner, mais mieux de restructurer, de réorienter notre dette et permettre à l'économie de souffler pour le temps de la relance. Parce que on ne peut rembourser que lorsqu'on est en activité. Notre économie a besoin d'être pleinement en activité pour faire face à ces créances et les honorer à échéance. Monsieur Simon Ntoutoum, justement, nous arrivons au terme de l'émission, mais pour rester dans la même veine, certaines mauvaises langues, en guillemets, disent que justement, ce qui a accentué la dette de notre pays, c'est notamment, on va pas dire la mauvaise vision, mais les mauvais conseils donnés au chef de l'État dans un certain nombre d'activités. Concrètement, qu'en pensez-vous? On va pas parler comme au bar, au quartier ou dans le mandja du village. Nous sommes, entre guillemets, des cols blancs, mais nous voulons permettre à tous les Gabonais de toutes les couches sociales de comprendre ce genre de débat pour essayer d'éclairer l'opinion, justement. Moi, je pense que ce n'est pas les investissements qui ont posé problème. C'est peut-être le suivi qui a été fait après. Je dis, c'est peut-être. Monsieur, pour votre mot de la fin, alors, monsieur Simon, j'arrive, pour votre mot de la fin, alors,
quel espoir donnez-vous à ce tenancier de bar qui nous écoute, l'établissement de nuit, de manière générale, l'établissement de nuit, le bistrot, qui nous écoute aujourd'hui pour avoir un espoir de réouvrir un jour avec la politique de relance de notre économie? Bon, je pense que sur cette question, il y a des voies autorisées pour leur donner les assurances qu'il faut. Je ne suis pas peut-être cette voie autorisée-là. Je laisserai le soin aux voies autorisées pour le faire. Mais je veux dire simplement à ces compatriotes que les démarches de l'État sont de nature non pas à pénaliser la population, mais plutôt, à les rassurer, mais surtout à faire en sorte que leur activité économique puisse être rentable. Aujourd'hui, les gens qui seront nos clients, s'ils sont malades, ils ne viendront plus se divertir dans nos structures de réjouissance. Donc, il faut que nous puissions juguler ensemble cette maladie pour que l'activité reprenne et pour que les gens retrouvent leurs habitudes de passer et pour que les tenanciers d'établissements de divertissement retrouvent le sourire. En France, le débat. Les restaurants, les acteurs culturels aujourd'hui font le même combat en France. Mais face à l'impératif de sauver les vies, parce que quelqu'un qui est malade, il est soit à l'hôpital, soit à l'été chez lui. Il ne vient pas consommer. Faisons en sorte que ces personnes ne tombent pas malades pour leur donner l'opportunité de venir s'amuser lorsque les circonstances vont le permettre. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est la fin de ce numéro de Gabon Echo qui recevait Stevie Essima Ontoutoum, diplômé en philosophie et société, consultant politique. Merci, monsieur Essima, pour votre disponibilité. Je vous remercie. Et salut rapidement, nous avons reçu nous avons des auditeurs fidèles comme Madame Jeanne Bonga, Monsieur Roland Minko et nos amis de Edo Wangani à Libreville, et les amis de Mouri Matsengi, Yombi, Degela et bien sûr ceux du canton Ogoué dans le Goué maritime. Oui, j'ai bien envie, avant de partir d'ici, vous remercier pour l'invitation. Mais surtout remercier le top management de Radio Gabon, le directeur général et Monsieur Moussa Nzengi, directeur général adjoint, pour tout le travail qui est fait dans le rayonnement de cet outil souverain pour notre pays, le Gabon. Je vous remercie. Merci encore. Il vous écoute, rassurez-vous. À la prise de son, Shelly Manéa, montage, mixage et réalisation, Patou Marex. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt. Gabon Echo, avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Onkevele. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.